Elle revient aujourd'hui exceptionnellement pour cette conférence, bravant les intempéries, le manque de train. C'était pour la cause. C'était pour la cause, et la bonne cause. Voilà. Donc, très brièvement, je vais essayer de vous présenter, en disant que pendant longtemps, vous avez exercé le métier merveilleux de libraire. Oui. Voilà, avant de passer à l'écriture, de devenir une spécialiste de l'édition, de l'histoire éditoriale, Oui. de la bande dessinée Et du journal. Et surtout le journal de Spirou. Donc avec une somme incontournable. Pour l'instant, il y a 2 volumes parus sur la véritable histoire de Spirou. Donc ceux qui ne connaissent pas peuvent découvrir l'album, les 2 volumes en bas, un 3e en préparation. Oui. Voilà. De nombreuses monographies, interviews sur des monographies sur des auteurs incontournables comme Franquin, Robin, Gibrat, de mémoire, Loisel. Voilà, donc une réédition. On s'est fait plaisir. Voilà. Et puis cette aventure, cette rencontre aussi avec Émile Bravo, qui, de ces conversations, vous lui avez en fait donné l'idée, inspiré. Donc ça, c'est pas anodin, de placer Spirou à la période clé des années 40, de l'occupation de la Belgique. Et ça donne ce merveilleux travail que vous avez pu découvrir, les planches que vous pouvez voir, la BD que vous avez certainement lue ou que vous allez découvrir. Et je n'en dis pas plus parce que je vais vous laisser la parole et vous allez nous expliquer tout ça. D'accord. Merci. Bonjour. En fait, je me suis rendu compte de ça en venant tout à l'heure. C'est que ça a du sens que ici, aujourd'hui, je vous raconte un peu le Spirou, je fasse le lien entre le Spirou d'Émile Bravo et l'histoire du journal de Spirou, parce qu'il se trouve que l'histoire du théâtre du Farfadet qu'il raconte dans sa bande dessinée, dans son histoire, eh bien, elle a pris naissance ici à Mérac. Il y a 10 ans, nous avions déjà sorti le premier tome de la véritable histoire de Spirou, dans lequel nous relations justement toutes les années de guerre. Et pendant nos recherches, nous avions découvert l'existence de ce théâtre de marionnettes, qui était en fait une couverture pour tout un réseau de résistants. Et en discutant avec Émile Bravo, qui était aussi invité, on a parlé de tout ça. Il s'est dit, mais voilà le truc que j'attendais qui va me décoincer, qui va justifier tout le parcours de Spirou et de Fantasio. Donc voilà, l'introduction du théâtre du Farfadet dans le Spirou d'Émile Bravo est née ici à Nérac. Voilà. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il a formidablement traité et une utilisation justement intelligente de l'histoire, de la vraie histoire justement, parce que en faisant ça, il s'est inscrit tout à fait dans la démarche du rédacteur en chef de l'époque, Jean Doisy, qui est aussi le fondateur du théâtre du Farfadet, qui était un homme de conviction, politiquement très engagé, humaniste, qui était donc le journaliste, rédacteur en chef du journal de Spirou, formidable animateur qui avait à ce poste justement tous les talents. Et simultanément, Jean Doisy, il faut savoir que c'était son pseudo, son vrai nom c'était Georges Évrard, et sous le nom de Georges Évrard, c'était un résistant, c'était un homme politique qui militait justement. On a retrouvé un article qui date de 1939 justement, où il est sur scène avec plein d'élus, de chefs de parti. Et le sujet, voilà, l'Espagne républicaine ne capitule pas, aidons-la à se procurer les armes indispensables et elle vaincra. Voilà. Et Jean Doisy, que vous voyez ici, eh bien, il faisait partie de ces hommes qui militaient justement pour armer les républicains. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est fascinant, c'est-à-dire cette double casquette, c'est-à-dire que derrière rédacteur en chef d'un journal qui publie des illustrés pour la jeunesse, sachant qu'à l'époque les illustrés pour la jeunesse ça ne valait rien,
même pour le journal de Spirou, il faut savoir que c'était juste un appel pour les lecteurs, pour les amener à lire des vrais livres, comme on disait à l'époque, avec que des textes. Et donc c'était juste une petite friandise qu'on leur donnait. D'ailleurs, dans les pages du journal de Spirou, le numéro 1, il y a plus de textes que de bandes dessinées. Voilà, donc cet homme-là qui avait compris qu'il était important d'éduquer la jeunesse, de lui transmettre des valeurs, il n'avait pas peur justement de s'abaisser, comme ça pouvait être vécu à l'époque, à promouvoir la bande dessinée. Voilà, puis surtout que parallèlement à ça, son activité de résistant d'homme politique, elle était très forte. Il y avait des engagements, il y avait des prises de position, il y avait la question qu'on se pose, parce qu'en fait, le parcours de cet homme-là, donc, quand nous avons entamé nos recherches pour la véritable histoire de Spirou, donc je fais un petit rappel, la véritable histoire de Spirou, c'est un projet qui est né en 2009, et l'idée qu'on avait proposée à l'éditeur, c'était un ouvrage qui raconterait toute l'histoire des éditions Dupuis à travers le personnage de Spirou. Les éditions Dupuis allaient fêter le 75e anniversaire du journal de Spirou en 2013. Donc voilà, c'était l'occasion, on s'imaginait un bouquin de 200-300 pages. Et donc on a commencé des recherches et notre méthode a été différente de ce qui se pratique habituellement. C'est-à-dire que habituellement, souvent, on regarde les publications qui ont été faites. Et nous, on a complété ces lectures par des rencontres avec les témoins de l'époque qui étaient encore vivants, des personnes qui avaient écrit sur l'histoire, avec les familles des auteurs aussi qui avaient participé à la création de Spirou, à toute cette histoire-là. Et en allant chez eux, on a recueilli une parole qui n'était pas écrite et qui était tout à fait nouvelle. On a brisé des icônes parce que justement ce qu'on découvre dans les archives des familles, il y avait des courriers, il y avait des photographies, il y avait des témoignages, il y avait des correspondances, et ça a remis tout en question sur plusieurs sujets. L'un des plus iconoclastes, et on a mis du temps à se dire que non, ça s'était vraiment bien passé comme ça, et pas comme ça avait été écrit pendant 70 ans, c'est-à-dire que la création du journal de Spirou, le personnage, n'était pas dû que à Roquevelle, parce que Roquevelle avait un nègre qui était un peintre liégeois qui s'appelait Luc Lafnay, et on a rencontré un spécialiste de Luc Lafnay qui lui a été formel, identifiait exactement la patte de Luc Lafnay dès la première planche de Spirou. Et dans la famille de Luc Lafnay, ils nous ont montré des photos et on a pu voir que le peintre qui est sur cette première planche, qui vaporise de l'eau de vie sur le personnage de Spirou qui est dessiné sur le tableau, ben en fait, c'est pas une représentation de Roquevelle, comme tout le monde le disait, mais une représentation, un autoportrait de Luc Lafnay. Et quand vous comparez justement les photos de Roquevelle à l'époque et de Luc Lafnay, il n'y a pas de doute possible, c'est bien Luc Lafnay qui a signé de façon discrète son travail sur Spirou. On a aussi remis en question le travail de Davine, qui était censée être je vous la fais bref parce que là on est un peu loin du sujet, mais qui était censée être la femme de Roquevelle, qui était dessinatrice, qui avait repris Spirou pendant la guerre, et qui avait aussi publié plein de bandes dessinées. Et en fait, on s'est rendu compte que Davine, la femme de Roquevelle, n'était qu'un prête-nom pour ce même peintre, Luc Lafnay, parce que là encore, indéniablement, c'était sa patte qu'on retrouvait dans toutes ces magnifiques gravures. Et voilà, donc ça a créé des imbroglios, parce qu'à début de la guerre, Roquevelle est parti au front, donc il ne pouvait plus dessiner, et c'est le moment où Luc Lafnay est aussi décédé d'un cancer du pancréas en quelques mois. Et donc Spirou n'avait plus de dessinateur, ni le dessinateur en titre, ni le dessinateur officieux. Et donc la femme de Roquevelle a dû faire comme elle a pu, parce qu'elle était censée être dessinatrice, donc elle a masqué son manque de compétences en faisant
des copies, des décalques de cases déjà dessinées. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie Spirou. C'était bien prenant, bien enthousiasmant, et puis surtout assez bouleversant en se disant mais où est-ce qu'on met les pieds. Et il y a eu toute une partie de l'enquête qui a été fascinante, qui était justement, qui concernait Jean Doisy, qui est là. Quelle bonne idée de l'avoir mis au centre de cette image. Jean Doisy était connu pour être le premier rédacteur en chef du journal de Spirou, créateur de Fantasio, et mort en 1955, et communiste. Voilà, résistant, oui, on se disait, Thierry Martens avait écrit qu'il avait été résistant, mais on ne savait rien d'autre que ça. Et donc on a mis quelques mois à retrouver sa famille, justement, on n'avait que peu d'éléments, on a fait marcher tout un réseau pour les retrouver, parce qu'on n'avait que son nom, Georges Évrard, qui est un nom assez commun, et de fil en aiguille, on a réussi à retrouver sa famille au bout d'un an. Et là, ça a été merveilleux, parce que sa belle-fille était encore vivante. Elle l'avait bien connue à partir de 1947. Et elle nous a raconté tout ce qu'elle savait de lui, mais sur le plan humain, sur le plan de l'engagement, sur le plan familial, sur le plan professionnel. Sur la résistance, elle ne savait rien. Il était mort trop tôt, en 1955. Il avait 55 ans, il n'avait pas eu le temps de parler. Par contre, on a eu une information importante avec elle. Alors, elle avait 2-3 anecdotes justement de choses qui se seraient passées pendant la guerre. Mais surtout, on a appris qu'il avait été décoré de la Croix de guerre avec palme en 1948. Donc, ça veut dire que déjà, la piste résistance, elle était sérieuse, et puis n'importe qui n'a pas cette décoration-là. Donc on est allé fouiller dans les archives du ministère de la Défense en Belgique. On est allé chercher aussi dans d'autres archives, j'ai oublié le nom, et on a découvert son dossier militaire. Et en fait, ce monsieur-là, dont on ne savait rien, en fait, c'était une figure fascinante. Moi, il m'a vraiment fascinée parce que c'est un modèle de droiture morale, d'exigence, d'honnêteté intellectuelle. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on a découvert dans les archives, c'est que il a rejoint les rangs de la résistance donc dès 1900. En mai 40, il y a eu l'invasion de la Belgique par les Allemands. Ça a été l'exode. Tous les Belges ont fui vers la France. Et en fait, les choses ont commencé à se structurer au niveau de la résistance début 41. Et lui a été parmi les premiers à rejoindre les rangs de la résistance. Et il a été recruté au sein de l'état-major du Front de l'Indépendance, qui était un organisme qui rassemblait toutes les mouvances de résistance, tous les réseaux de résistance. Et lui, il était au sein de l'état-major. Et son rôle était de recruter des résistants. Sachant que c'était un homme qui avait le sens du contact très fort, qui savait défendre ses idées, qu'il ne fallait jamais se lancer dans une joute verbale avec lui parce que vous n'en sortiez jamais vainqueur. C'était quelqu'un qui avait la rage au ventre pour défendre ses idées. Et il a mis ça au service de sa mission de recruteur. Donc, ce qu'il y a de ce qu'il a fait et qui est remarquable, c'est que donc il y avait cette activité d'homme politique, et il y avait cette activité de rédacteur en chef. Lui, oui. Comment ça se fait qu'un communiste était dans un journal catholique? Eh bien, d'abord ça c'est le charme des éditions Dupuis. C'est le charme des éditions Dupuis qui n'était pas une contradiction près. Il n'affichait pas ses convictions communistes, franchement. Le fondateur qu'il avait engagé ne savait pas qu'il était communiste. On a retrouvé dans un courrier, justement, il dit à ses fils, mais méfiez-vous de ce Jean Doisy qui traîne un peu trop du côté de l'imprimerie auprès des ouvriers. Voilà. Mais ses fils étaient un peu plus ouverts que lui. Et justement, ça les a bien aidés qu'ils soient communistes et résistants. Mais il savait faire la part des choses,
Et entre le catholicisme social de la maison du Puy et ses valeurs morales à lui, il y avait des passerelles. C'était l'humanité, c'était la défense du plus faible, c'était tout ça. Et donc on a même retrouvé, alors qu'il bouffait du curé autant qu'il pouvait, on a même retrouvé des textes écrits justement où il dit aux jeunes qu'il faut qu'ils soient dans la foi de Dieu, dans le respect de la Bible, etc. Donc il savait nous voyer. Mais il y avait une anecdote, justement, c'est sa belle-fille qui nous a raconté ça, c'est qu'il avait dit: moi vivant, jamais aucun curé n'entrera chez moi. Mais il était ami avec un curé. Et donc, il y avait un signal, et le curé passait devant chez lui, et alors quand Jean Doisy le voyait, il croissait. Et le curé savait que c'était un signal pour qu'il fasse le tour de la maison, qu'il rentre dans le jardin, et ils prenaient un verre ensemble dans le jardin. Et le curé, son ami, n'est jamais entré chez lui. Voilà, donc ça dit long à la fois sur ses convictions et sur l'humour qu'il avait et l'ouverture. Voilà, ça c'était... Donc, je reprends le récit. Il a fait la passerelle entre son rôle de rédacteur en chef, qui avait à l'époque sa parole avait une résonance très forte auprès des jeunes lecteurs, parce que il savait se mettre à leur niveau, il savait leur parler. Il avait créé un rédacteur fictif qui s'appelait Le Furteur, et il se positionnait dans le courrier des lecteurs comme leur grand frère. Et il était à la fois amical avec eux, à la fois comme un grand frère. Il les guidait, il leur donnait des conseils. Il avait créé à leur demande un club, le club des amis de Spirou, avec un code d'honneur qu'il avait écrit lui-même, qui a été illustré par la suite par Gégé. Dans ce code d'honneur, le communiste qu'il est dit que un ami de Spirou doit être fidèle à Dieu et à sa patrie. Voilà, donc il alliait toutes les bonnes consciences. Et donc il avait une parole qui était écoutée, ça avait vraiment de la valeur. Et il a profité de ce lien très fort qu'il avait avec les lecteurs, justement pour faire ce qu'il était censé faire au sein de la résistance, recruter. Et dans le courrier des lecteurs, ça on n'a eu aucune trace écrite. C'est vraiment des choses qu'on a découvertes à la lecture justement de tous les écrits qu'il a pu faire dans le journal de Spirou à l'époque. Et après-guerre, il a beaucoup écrit dans la presse justement pour raconter. Il a raconté sa guerre. Et ça a une dimension extraordinaire parce que justement, il est dans sa ferveur, il a embarqué avec lui un bon nombre de lecteurs. Régulièrement dans les courriers, il rappelait une des règles du code d'honneur qui était: un ami de Spirou est toujours du côté du plus faible. Un ami de Spirou ne dévoile pas la clé du secret. Voilà. Et donc il y avait vraiment une exhortation à défendre les oppressés, à ne pas dénoncer, ni les résistants ni les juifs. Voilà, il y avait une réelle exhortation. Et donc parallèlement, son activité en 1942, il y a eu le Front de l'Indépendance a voulu créer une section qui aurait pour mission de cacher des enfants juifs, parce qu'en 1942 justement commencent les rafles et commence le itinérant, dit laisser passer pour sillonner la Belgique, trouver des contrats, transporter le matériel, faire les représentations, etc. Donc d'une pierre deux coups, non seulement, trois coups même, non seulement il recrutait Suzanne Le Petit, qui a elle-même à la Libération, on a fait les comptes, elle a sauvé 600 enfants juifs. Il a permis au journal de Spirou de continuer à aller vers les enfants et de s'assurer qu'il n'était pas embauché, comme il disait. Et en plus, il créait une couverture, justement, pour toutes les Suzanne Le Petit qui devaient sillonner la Belgique et se planquer. Voilà, donc c'est ainsi qu'est né le théâtre du Farfadet. Le théâtre du Farfadet,
Voilà, je vous ai fait quelques photos. Voilà, ça c'était la marionnette de Spirou, telle qu'elle apparaissait en représentation à l'époque. C'est une marionnette qui fait 70 cm de haut. La tête est grande comme ça. Elle a été sculptée dans du balsa par Gigé. Et voilà, on a eu la chance, c'est en rencontrant le fils du marionnettiste, qu'il a récupéré à l'occasion de notre venue, on a eu la chance de la voir. Et c'était très émouvant parce qu'on savait à quel point elle était chargée de douleur, de courage, de souffrance, etc. Et à elle seule, pour nous, ce Spirou-là, c'est le Spirou, symbole de résistance. Et comme l'a écrit Doisy à la Libération, le Spirou qui a gardé les mains. Ses gants blancs sont restés propres jusqu'à la Libération. Symbole de vertu. Ces gants blancs, symbole de vertu. Voilà. Donc, le théâtre de Farfadet, ça c'était le marionnettiste. Là, je vous ai mis plusieurs images. Ça nécessitait, il y avait un camion, il y avait des belles représentations. C'était un vrai beau spectacle. On a eu la chance, on était dans la famille de Paul Dupuis, l'un des dirigeants de la maison, et son fils nous montrait des archives. Et il y avait une boîte avec plein de films, de choses comme ça, en vrac. Il y avait une boîte où il y avait écrit « Théâtre du Farfadet, sans importance, sauf pour les historiens ». En fait, c'était une bobine Super 8. Il avait filmé une séance du théâtre du Farfadet. Depuis l'arrivée des enfants devant le théâtre, qui prennent leur billet, etc., jusqu'à Spirou sur scène, voilà, et on voit le S progressivement arriver sur la scène, qui n'était pas grande. La scène de théâtre était grande comme ça. Donc, c'était... et puis le marionnettiste était vraiment gracieux. Il a fait après tout le reste de sa vie, il a fait du théâtre itinérant, de marionnettes à fil. Il était soutenu, parrainé par la reine de Belgique, justement parce qu'il défendait le statut des marionnettistes et des artistes en Belgique. Voilà, donc c'est toute cette histoire-là qu'on a racontée à Émile Bravo. À l'époque, il y a une chose qu'on ne savait pas, qu'on a apprise par la suite, c'est que ce même Jean Doisy, en même temps qu'il créait le théâtre du Farfadet, eh bien, il avait reçu une autre mission de la part du Front de l'Indépendance. La mission, c'était de recruter un espion pour aller voir du côté d'Auschwitz ce qui se passait. Parce qu'il y avait de plus en plus de juifs qui partaient, dont on n'avait plus jamais de nouvelles. Il y avait des soupçons très forts, mais il fallait des preuves. Et donc son rôle à lui, ça a été de recruter quelqu'un qui irait voir et qui rapporterait ses preuves. Et il a recruté Victor Martin, qui en octobre 1942, au moment où le théâtre du Farfadet était en pleine préparation, il est parti et il est revenu avec des preuves qui ont après été transmises à Londres. Voilà. Le rôle de Jean Doisy, rédacteur en chef du journal de Spirou, c'était ça. C'était dans l'ombre, c'était un recruteur pour la résistance et qui a fait des choses capitales. Et voilà, à la Libération, il était rédacteur en chef du journal de Spirou, mais il était aussi, c'était un homme qui faisait que travailler, et qui était aussi rédacteur en chef du Moustique, qui était une revue d'actualité en Belgique, qui avait cessé d'être publiée pendant toute la durée de la guerre, parce que les Allemands voulaient mettre la main dessus, parce que, comme c'était un journal d'actualité, ils pouvaient y faire passer toute leur propagande, sauf que chez les Dupuis, ils n'entendaient pas la même oreille, ils n'avaient pas du tout envie de collaborer avec les Allemands, et pour qu'il n'y ait plus de problème, ils ont arrêté de publier. Donc ça veut dire que ça c'est quelque chose à saluer, cette prise de décision des éditions Dupuis, des dirigeants, parce que c'était un problème pour eux, parce qu'ils avaient 200 employés à peu près, qui travaillaient principalement à l'imprimerie, qui imprimaient les dizaines de milliers de journaux qui paraissaient toutes les semaines, et ne plus publier
le Moustique, qui était leur plus gros tirage. Ben, ça voulait dire quoi? Qu'ils mettaient au chômage des personnes qui étaient déjà fragilisées par la guerre. Donc, ils ont fait ça, mais ils les ont pas laissés sur le carreau pour autant, parce qu'en fait, ils ont développé tout plein d'autres menus travaux sur le côté pour donner du travail à leurs ouvriers. À la Libération, donc, Jean Doisy, qui s'est démené comme un diable pendant toute la durée de la guerre, a beaucoup écrit donc, dans le journal de Spirou. Il a raconté la guerre au niveau des enfants et il l'a raconté dans le Moustique du point de vue des adultes. Et dans le Moustique, d'abord, le journal de Spirou, c'est horrible à lire. Tous les numéros qui sont parus après la Libération sont horribles parce que le courrier des lecteurs, c'est presque une nécrologie. Il y a régulièrement une photo, une annonce que tel lecteur, membre du club des amis de Spirou, est mort pendant la guerre, soit parce qu'il a résisté, soit parce qu'il a été pris dans des bombardements, Mais c'est terrible, il y a vraiment une espèce c'est lourd, des gamins qui voulaient lire ça pour se distraire, on les ramenait à une réalité, mais en même temps, ça aiguisait leur conscience et ils mettaient vraiment dans le concret avec tout ça, parce que en même temps, ils ne faisaient pas qu'annoncer leur disparition, ils louaient leur vertu, ils disaient qu'ils avaient été courageux. Parfois, c'était aussi les parents, ils disaient voilà, un tel vient de perdre son papa ou sa maman. Mettons-le dans nos prières, il a besoin de votre soutien, etc. Il créait une communauté voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de journaux pour enfants qui soient allés dans l'engagement jusque-là. Dans le Moustique, en tout cas, il a publié beaucoup, à ce moment-là, beaucoup de photos de charniers. On parle de Paris Match, le poids des photos, le choc des mots, mais dans le Moustique, en 1944, c'est terrible, parce que vous avez des photos de charniers. Tout ce qu'ils n'ont pas pu dire pendant la guerre, il le dit, et les éditos sont là. Il dit attention, les Dorifors sont toujours à nos côtés, mais il y a des choses à dire, à montrer. Et il a écrit entre autres un texte qui s'appelle Devant deux tombes d'enfants. Et ce texte qu'il a écrit, c'est le rédacteur en chef du journal de Spirou qui parle. Et il parle de sa culpabilité à propos de Georges et Armand, deux jeunes lecteurs du journal de Spirou, qui ont répondu à son appel, se sont engagés dans la résistance et ont trouvé la mort. Et il raconte, c'est terrible, il raconte toute sa culpabilité, tout ce qui est de ok, on était dans le combat, on n'avait pas le choix, on y est allé, mais aujourd'hui que ça s'est fait, comment vivre avec ça? C'était des jeunes, Armand avait 18 ans, il s'est engagé, il y a cru, il a laissé la vie, mourir à 18 ans, mourir à 16 ans, quel sens ça a? Donc il y a vraiment toute une passion qui retombe et un questionnement douloureux, on le sent. Et je sais que la première fois que je l'ai lu, ce texte, c'était, je faisais pas la fière parce que il savait vraiment faire, parler de ce qu'il avait au fond de son cœur, de son âme. Je ne sais pas si on a publié ici dans le journal, ça vaudrait le coup que je vous en dise. Où est-ce que je l'ai lu? Dans la véritable histoire de Spirou, les amis de Spirou. Non, c'est pas aux entretiens avec Numa Sadoul. Non. Là-dedans. C'est pas dans. C'est dans les amis de Spirou qu'on l'a publié. Oui, les amis de Spirou, c'est dans les amis de Spirou. Ouais, et dans le premier tome mais de. Là-dedans, je l'ai parcouru, j'ai pas vu. Ah, tu crois que tu pourrais aller chercher le premier tome, le rouge? Parce que justement, et quand je parlais au début de la rencontre, de la façon dont on avait procédé pour avoir les informations, eh bien lui, il a écrit justement sur tout ça, après la guerre, dans les journaux, un mot non couvert enfin, et c'est là qu'on a découvert vraiment l'ampleur
pas de son parcours, mais de son action. Et c'est assez remarquable. Il a aussi le parcours de Suzanne Le Petit, parce qu'après-guerre, il s'est beaucoup investi dans la presse d'opinion. Et Suzanne Le Petit, donc après avoir sauvé ses 600 enfants juifs, elle s'était démenée comme une folle. Et un an après la guerre, elle avait 44 ans, elle est morte dans son sommeil. Voilà, ils disent tous à l'époque qu'elle est morte épuisée. Alors, c'est moi qui l'ai fait, je suis censée savoir où elle est. Mais plus le temps passe, moins je m'en souviens. Madame Brigitte. Ouais, je veux bien. Ah, ça, je ne le vois pas là. Ou alors on l'a mis dans le tome 2. Voilà, on l'a oublié. Non, je sais qu'on l'a publié 2 fois. Et, le théâtre du Farfadet aussi, justement, dans le journal de Spirou, on a découvert une autre importance qu'il avait, parce que dans le groupe, ce groupe-là, qui tournait de jeunes, là vous avez André Mauss, vous avez sa tante, et vous avez d'autres jeunes, c'était tout un groupe de résistants, en fait, ils imprimaient la presse clandestine. Il y en avait un qui s'appelait Jean-Jacques Aublin. Jean-Jacques Aublin, il avait une vingtaine d'années, il était chef d'une section du club des amis de Spirou, et il avait créé une section de résistants en pleine guerre, alors que tous les rassemblements étaient interdits. Lui, il faisait des réunions clandestines avec des lecteurs du journal de Spirou, et le truc, c'était vraiment de les embringuer dans la résistance. Il s'est fait prendre par la Gestapo en 44, je crois, janvier, février 44, et il a passé quelques mois à Buchenwald. Sa femme était à Ravensbrück. Elle n'en est pas revenue. Elle est morte au cours des marches de la mort. Elle avait 22 ans, lui à peu près pareil. Et dans le journal de Spirou, quand il est revenu, justement, Jean Doisy l'a accueilli, lui a donné la responsabilité d'une rubrique. Et il a raconté, justement, ça je les mets dans le Spirou dans la tourmente de la Shoah, je les ai publiés là, ça c'est sûr. Il raconte comment, à Buchenwald, dans les baraquements, quand ça n'allait pas, quand ils étaient tous en train de flancher, il leur racontait ce que c'est la Belgique, il leur racontait les séances du théâtre du Farfadet, et il raconte comment justement raconter cette marionnette sur scène, les mois auprès des lecteurs, etc. Ça ravivait une nostalgie. Tout le monde pleurait, mais ils avaient retrouvé un peu de la chaleur de leur pays. Donc voilà, c'est après, de façon poétique, on dit que Spirou est allé jusqu'à Buchenwald. Mais en tout cas, il a eu cette fonction-là auprès de quelques personnes. Ils étaient peut-être 3, 5, 2, 8, on ne sait pas. Mais en tout cas, le Spirou, petite marionnette rouge de 70 cm de haut, c'est de ça qu'il est chargé aussi. Donc je vais vous lire Devant 2 tombes d'enfants, une veille de l'an. Alors. Georges Armand, je n'ai pas le droit de révéler votre nom de famille. Pendant l'occupation, j'ai rencontré des hommes, des femmes qui ne donnaient à connaître aucun prénom et qui ne leur appartenaient pas. Parmi ces artisans illégaux de la libération, les uns sont morts, comme vous. Les autres ont échappé jusqu'au bout au bal et au guet-apens. Tous ont retrouvé aujourd'hui leur nom. Le vôtre doit rester inconnu pour empêcher l'ennemi de se venger sur des parents qui l'auraient emmené dans son repère. Et c'est pourquoi votre pensée me poursuit en cette veille de l'an, comme si vos tombes, pourtant fleuries, étaient anonymes, comme si vos tombes inapaisées se rappelaient aux vivants. Et c'est pourquoi aussi, en guise de souhait au seuil de 1945, je voudrais offrir au lecteur du Moustique votre exemple comme un gage de foi dans nos destinées à des heures particulièrement graves. Armand, Georges, 2 bons garçons de chez nous, 2 jeunes gens aux yeux clairs, presque des enfants. En 40, ils avaient 12 ans, 13 ans tout juste.
Des gosses qui ne pensaient qu'à jouer, qu'à dépenser en cris et en mouvements leur exubérance. Pour eux, l'occupation ne signifiait pas grand-chose. À cet âge-là, on a le droit d'être insouciant, même si la maman, le cœur serré, limite le nombre de tartines que l'on dévore. Mais à mesure que l'épreuve s'est prolongée, les yeux des jeunes se sont ouverts et beaucoup, prématurément mûris par la dureté des temps, ont emboîté le pas aux aînés, une sainte haine les animant à bouter hors du pays l'occupant. Ils ont accepté les 1000 besognes obscures qu'imposaient les lois de la conspiration, et eux qui rêvaient, dans l'audace de leur enthousiasme débordant, de coups d'éclat, d'actions chevaleresques au grand jour, ils ont distribué des journaux, porté des messages dont ils ignoraient l'importance, en bons courriers qu'ils étaient. Ils ont ravitaillé les maquisards et joué aux boches d'autres tours qu'il est encore trop tôt de révéler en détail. Tâches sans retentissement, mais qui les préparaient, par la discipline qu'elles entraînaient, à prendre part au combat définitif qui accélérèrent d'impétueuses avances des Alliés, soutenus par l'intervention de la résistance. Semblables aux paysans de camarades paix, ils ont souvent pris aux boches même les armes dont ils avaient besoin pour se ruer à la bataille, côte à côte avec les partisans, les milices patriotiques, les réfractaires et les anciens des groupes de sabotage. Quand on fera le compte des martyrs de la libération, on sera étonné du nombre des moins de 20 ans qui ont donné leur vie dans cette fulgurante épopée. Georges Armand, mort pour la patrie, à 17 ans. Si nous parlons ici de ces deux patriotes, alors que nous voudrions rendre hommage à tous leurs frères d'armes dont les yeux se sont clos, c'est qu'ils sont encore plus près de nous, eux qui appartenaient au mouvement des Amis de Spirou. Les Amis de Spirou, aux yeux du profane, sont simplement des petits garçons, des adolescents, des petites filles, des adolescentes, très fiers de porter un insigne, parce que c'est la mode. Un club pour rire, comme tant d'autres. Mais nous savons, nous qui lisons leurs lettres, que leur adhésion ne se borne pas là, qu'ils cherchent à devenir meilleurs, ceux qui se joignent à nous. Ce n'est pas sans raison que nous avons confié à un jeune, un Benjamin de l'équipe de Spirou, le soin de maintenir le contact avec nos lecteurs, soit par des lettres personnelles, soit par une chronique familière qui est en quelque sorte la pierre angulaire de l'édifice. Voilà. Donc voilà, après il continue. On a retrouvé la trace de Armand. Voilà, on a poursuivi dans le journal de Spirou, justement, il y avait une petite hommage, une semaine, il y a un petit Armand, justement, enfin, son parcours est abordé, on raconte qu'il est mort. Et j'ai réussi à retrouver, je ne me souviens même plus comment, j'ai réussi à retrouver sa famille, et qui m'a envoyé un petit journal qui a été fait par sa commune, où justement on rend hommage à tous les morts pour la guerre pendant les années 40. Et c'est le seul résistant, la seule personne justement qui a 4 pages qui lui est consacrée, écrite par son meilleur ami à l'époque, et qui raconte qui était Armand, son parcours, comment il est mort. Voilà, c'était un jeune qui était toujours du côté du plus faible, qui avait pris un jeune écolier arrivé de la ville à la campagne sous son aile, qu'il avait protégé, initié à beaucoup de choses. Et c'est ce jeune-là qui, 40 ans plus tard, rendait hommage à son compagnon et qui... Armand, il est mort tout simplement parce qu'il mesurait 2 mètres, qu'il y avait des fuyards dans son village, des Allemands, et que, galvanisé par la guerre, justement, dont parle Jean Doisy dans le texte, voilà, il a pris une arme, et puis avec un camarade, ils sont partis à leur poursuite. Ils ont fait du bruit dans la forêt, il faisait noir, et puis un des 2 Allemands s'est retourné, a lancé un rafale en l'air, mais lui il faisait 2 mètres, il se l'est pris dans la tête. Voilà. Donc c'est d'autant plus fort hein, quand le petit Armand dont parle Jean Doisy, on sait le courage qu'il a eu, puis la sottise, cette mort stupide, parce qu'il mesurait 2 mètres en définitive. Voilà. Donc je pense que c'est pas tout ça, enfin tout ça n'était pas au menu du Spirou d'Émile Bravo, parce que lui, il a raconté son histoire. Voilà, il a rebondi sur cette couverture, sur ce théâtre de marionnettes. Mais en tout cas, d'abord, c'était pas le propos de son histoire, mais en tout cas, il y a
je crois que je l'ai dit au début, il est dans la filiation de cette exigence qu'avait Jean Doisy d'élever les enfants moralement et de leur inculquer certaines valeurs. Tout au long de l'espoir malgré tout, c'est ça qu'il fait. C'est essayer d'apporter de la compréhension, une conscience morale au lecteur, et il le fait avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'intelligence, sans chercher forcément à donner la leçon. Il n'y a rien il n'y a pas de prosélytisme, c'est un sous-texte, et c'est en cela que c'est un des grands héritiers justement de ce Spirou des origines. Je pense que vous l'avez tous lu, le Spirou d'Émile Bravo. Voilà. C'est que ce qui est touchant, ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas, parce que il y a le couple de peintres, le couple d'artistes dans son Spirou, et en fait en travaillant sur le catalogue de l'expo Spirou dans la tourmente de la Shoah, justement Didier Passamoni et Caroline François, les commissaires de l'expo, eux ont fait tout un travail sur Nussbaum, qui était un vrai peintre aussi, avec un parcours lui aussi très douloureux, hein, comme tous ceux qui ont souffert de la guerre, et qui est passé par le camp d'Argelès-sur-Mer, justement, où on mettait tous les indésirables. Donc voilà, le Spirou d'Émile Bravo, c'est en filigrane l'histoire de Jean Doisy, Georges Évrard et du journal de Spirou, et c'est aussi l'histoire de tous ces apatrides qui sont passés au camp d'Argelès, dans les camps du Sud, et qui sont morts. Voilà. C'est joyeux, hein? Voilà, on peut dire ce qu'on veut sur Spirou, on peut en faire ce qu'on veut. N'empêche que son ADN est là. Voilà. Un vrai Spirou. Vous savez ce que c'est qu'un Spirou? Vous avez tous lu un Spirou, le mot, ce que ça veut dire en wallon? Ouais, un écureuil, c'est comme ça c'était le petit surnom qu'on donnait au garnement. Voilà. Jean Dupuis, qui est le fondateur des éditions Dupuis, c'est lui qui a commandé le personnage à Rambel et qui en avait dressé un beau portrait en disant que c'était un gamin turbulent, mais qui se bagarrait dans la récréation, mais qui ne manquait pas d'apporter les quelques sous de son argent de poche aux œuvres de la paroisse. Le catholicisme était prégnant. Voilà. Ce qui est bien dans l'œuvre de Bravo, c'est la distance qu'il arrive à prendre, c'est-à-dire il évoque les camps de concentration, il évoque beaucoup d'horreurs et on ne les voit pas en fait. Non, on les devine. On les devine, ouais. C'est très fort. Oui, c'est ça, il y a encore plus de... Les images, on les a tous en tête, hein. Voilà. C'est pas la peine de... Oui. Et son propos, c'est justement d'entrer de toucher les consciences, d'ailleurs, puis d'être dans les symboles, parce que là, c'est la guerre de 40, mais ça pourrait être la guerre en Ukraine, ça pourrait être la guerre, toutes les guerres, quoi. Là, je vois cette planche avec les soldats, coupés au niveau des épaules, on voit que le pas cadencé, le bruit des bottes. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Ça peut être partout. Et justement, l'expo qui avait eu lieu, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'expo qui avait eu lieu au Mémorial de la Shoah à Paris, qui s'est tenue aussi à Toulouse, au Musée de la Résistance, parce que justement, ils ont tiré sur les fils de la réalité pour montrer justement toute la justesse du travail d'Émile Bravo. Donc il y a évidemment tout un grand pan qui est consacré au journal de Spirou et à Jean Doisy, à Nussbaum, mais aussi justement à contextualiser la résistance en Wallonie, en Flandre, qui n'était pas pareil, et voilà, l'histoire de la guerre en Belgique n'est pas la même que l'histoire de la guerre en France. Ils n'avaient pas Pétain, eux, mais j'étais pas mal lotie aussi. Justement, ce qui est
intéressant de noter aussi, c'est l'importance du journal dans la résistance en Belgique. Puisque l'année dernière, on avait le Faux Soir. Oui. Cette histoire Mais oui. incroyable. Oui, et monté par le Front de l'Indépendance, qui était l'organe auquel appartenait Jean Doisy. L'histoire du Faux Soir, il y a eu une bande dessinée qui a été faite par Couvreur et Christian Durieux, justement, où le soir, c'était leur grand quotidien, et en fait, il a été mis sous séquestre par les Allemands, qui en ont fait un organe de propagande. Et les propriétaires n'ont pas eu leur mot à dire, ça a été une réquisition. Et les résistants ont monté une espèce de canular. Ils ont fait un faux soir. Alors déjà le soir, du coup, ce soir-là, le soir de la collaboration, on appelle le soir volé, pour faire la distinction, parce qu'il n'y avait pas de... éviter qu'on puisse imaginer qu'il y avait une collaboration de la part des dirigeants. Et donc il y a eu un faux soir, où une poignée de résistants ont écrit un journal qui ridiculisait l'occupant. Et c'était une opération soigneusement organisée. Ils ont réussi à imprimer déjà les journaux en grand nombre, plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et ils les ont livrés dans tous les kiosquiers à peine une demi-heure avant l'heure habituelle de livraison du soir. Et du coup, c'est ce soir-là qui a été mis en vente. Et donc très rapidement, les gens lui sont dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, pourquoi ils ont compris que c'était un canular. Là on est vraiment dans la Belgitude. Voilà, très rapidement les Allemands ont mis la main sur les exemplaires qui restaient et ils ont pu remonter au réseau à cause de l'imprimeur. Il y avait eu un grain de sable dans la mécanique. Parce que toutes les machines, vous savez, les journaux, les quotidiens ont des dents sur les côtés quand ils sont coupés. Il y a des dents. Et ça dépend, les dents ne sont pas les mêmes d'une machine à l'autre. Et donc, ils ont fait toutes les imprimeries. Et à cause de cette coupure irrégulière, ils ont pu identifier l'imprimeur qui avait imprimé le faux soir. Et ils ont pu remonter tout le réseau. D'ailleurs, si on va par là, je peux aussi vous raconter l'histoire de Jean Doisy et Hergé. Parce que ça fait partie des choses qui n'étaient pas racontées. C'est le petit-fils du fondateur des éditions Dupuis qui nous l'a rapporté. Il était 1934, donc à la Libération, il avait 10 ans. Et il nous a dit, un soir, à la Libération, j'avais 10 ans, un soir, il y a un abbé qui a sonné chez nous à l'heure du repas. Il venait voir mon père, qui était un des dirigeants de la maison, et il venait proposer les services de Hergé pour le journal de Spirou, parce que Hergé n'était plus trop en honneur de sainteté, puisque lui, il avait des convictions qui faisaient qu'il ne se posait pas ce genre de questions. Ce qui comptait pour lui, c'était justement que survive son Tintin, et justement, il a accepté que son Tintin soit publié dans Le Soir volé. Ça lui a été longuement reproché, mais en tout cas, du coup, à la Libération, il était justement Didier Passamoni qui a retrouvé un petit carnet, un petit livret grand comme ça, et qui sont, c'est horrible ce qu'ils ont fait. Ils ont carrément mis des photos de collaborateurs à chercher à exterminer sur place. Et il y a la figure d'Hergé dedans. C'est vous dire s'il y avait une haine pour Hergé qui avait trahi son pays. À l'époque, c'était quand même une très très grande vedette. Donc ça ne passait pas qu'il ait pu collaborer. Et donc cet abbé est chargé de demander si Hergé peut publier son Tintin au journal de Spirou. Voilà. Les Dupuis étaient très favorables parce qu'ils se sont dit déjà moralement c'est difficile à comprendre aujourd'hui, mais justement ce monsieur-là nous l'a bien expliqué, le petit-fils nous l'a bien expliqué, que dans sa famille le sens du pardon c'était important. Il fallait savoir pardonner, c'était une chose de collaborer
collaborer parce qu'il y a beaucoup de Flamands, par exemple, qui ont collaboré parce qu'ils étaient pour le concept des 17 provinces, parce que le concept des 17 provinces, c'était la Belgique et la Hollande réunies, et c'était une époque de prospérité qui a pris fin en 1830 quand la Belgique est devenue indépendante. Et donc ils étaient beaucoup à prôner ce retour au concept des 17 provinces. Et justement, les Allemands ont joué là-dessus pour... ils ont fait une espèce d'amalgame, et donc beaucoup de Flamands ont collaboré avec les Allemands pour soutenir ce projet des 17 provinces, mais pas pour exterminer. Et donc il était important pour... ce monsieur-là nous expliquait qu'il était important de ne pas mélanger les choses. Voilà. Il y avait ceux qui avaient collaboré et qui avaient été leurrés, bernés, qui avaient eu cette... et puis il y avait les vrais collabos, ceux qui avaient dénoncé, ceux qui avaient tué, ceux qui avaient fait des choses horribles. Donc voilà, là, je pense que Hergé, il considérait que c'était un homme qui était loyal dans ses idées, qui n'avait pas eu d'intention de nuire. Enfin là, c'est moi qui essaye de trouver des excuses ou des explications. Donc il était question qu'il entre dans le journal de Spirou, Hergé, avec son Tintin, sauf qu'il y a eu une fronde de la part de Jean Doisy et de quelques auteurs du journal de Spirou qui sont allés trouver l'éditeur et qui lui ont dit c'est lui ou nous. Et comme l'éditeur, le journal de Spirou ne tenait qu'à une poignée de collaborateurs, ils ont renoncé à Hergé. Et Hergé, il y a eu le cas Van Melkebeek, qui était un des plus proches collaborateurs d'Hergé, qui était un rédacteur en chef du journal de Tintin, et qui, lui, avait commis la faute de goût d'écrire dans le Soir volé, pendant la guerre, un article à charge pour des résistants, membres du Front d'indépendance, des amis de Jean Doisy, et qui les avait fait passer pour des traîtres, alors ils ont été fusillés. Et ça, pour Jean Doisy, ça passait pas. Et Jacques Van Melkebeek, à la Libération, était recherché, puis mollement recherché. Et en 1946, tout d'un coup, il y a une fronde qui est menée pour l'emprisonner. Et derrière cette fronde, moi je ne peux pas. Il y a beaucoup d'éléments de faisceaux convergents qui poussent à penser que ce serait Jean Doisy qui derrière aurait dit non mais là c'est pas possible, on ne peut pas laisser ce collaborateur qui a traité nos amis de traîtres à la tête d'un journal pour enfants. C'est une irresponsabilité absolue. Et c'est ainsi que Jacques Van Melkebeek s'est fait attraper et a passé quelques années en prison. Voilà. Ça va loin, c'est difficile à comprendre aujourd'hui, mais en même temps, quand on voit l'engagement, Georges et Armand, la lettre que je vous ai lue tout à l'heure, voilà, c'était un combat serré, quoi. Il y a eu tellement de drames, de douleurs derrière tout ça que c'est difficile de juger aujourd'hui de la sévérité ou pas des châtiments. Ça questionne en tout cas sur ce qu'on peut faire ou pas faire. Voilà. J'aimerais bien dire quelques mots, si vous me permettez. Bon, d'abord, je vais me présenter parce que je suis fils de résistant. Ma mère et mon père se sont engagés dès les premiers jours, dès l'appel du 18 juin. Ma mère avait 18 ans, 16 ans, mon père pareil. Ils ont été arrêtés. Alors quand je dis ça, ils ont été déportés à Dachau pour l'un et à Ravensbrück pour l'autre. Ils en sont sortis, ce qui est quand même déjà un miracle. Je vous passe sur les horreurs qu'ils ont vécues, les tortures. Ma mère a été dans les mains de Klaus Barbie lui-même, n'a pas dit un mot, a regardé dans les yeux en disant si je me suis engagé dans la résistance, c'est pour que des gens comme vous sortiez de mon pays. Donc on rejoint là la lettre, etc. Donc ce sont des choses qui évidemment, moi tout ça me touche de près. J'ai néanmoins été élevé avec mes frères et sœurs à faire une distinction entre les nazis et les Allemands, en dépit de tout ce qu'ils ont subi.
ça pour vous dire pourquoi j'en parle. Parce que oui, dans toute ma vie, quand mes parents ont été déportés, ah bon, tu es juif? Ben non. Ah bon, alors tes parents étaient communistes? Non plus. Non, ils étaient résistants. Et il y a une espèce effectivement de mamie, c'est peut-être un grand mot, mais sur la réécriture de l'histoire et de la Shoah, dès quand par les juifs et les communistes, le parti des 100 000 fusillés, alors il paraît qu'il n'y en aurait pas eu autant, etc., etc. De toute façon, il y a eu plus de résistants à la fin de la guerre que pendant la guerre, c'est bien connu. Et ce que je voulais dire, c'est que, bon, je sais que ce livre est en fait le catalogue de l'exposition qui a eu lieu au musée juif de la Shoah, etc., d'où le titre. Mais voilà, ce que je vois, c'est qu'à travers l'œuvre de Bravo, et ce que vous venez de nous raconter de Loisy, c'est la résistance. Et je ne voudrais pas que la Shoah occulte la résistance. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Je ne veux pas nier la Shoah, qui est une horreur, mais je veux dire, c'est une des parties. Enfin, il y a tellement eu de choses pendant la guerre que on fait vite des amalgames. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, de toute façon, il n'est pas question de nier l'importance de la douleur d'une communauté plutôt qu'une autre. J'ai fait tout un travail aussi, justement, là ça rejoignait les républicains espagnols, le nombre de républicains espagnols qui sont passés des camps du Sud à Mauthausen, qui était le camp de la mort, avec le fameux escalier, etc., où ils sont... c'est ignoble aussi, enfin, il n'y a pas de... il y a aussi tout cela, il y a aussi voilà, toutes les communautés qui ont pu être persécutées, anéanties par la doctrine nazie, et est effroyable. Mais effectivement, il y avait s'engager dans la résistance, ça avait du sens, quoi. Ça pouvait mener loin, c'est bête de le dire comme ça. Mais c'est vrai, j'ai perdu mon idée. C'était un engagement de lourdes conséquences, mais je me pose souvent la question, je crois qu'on se pose souvent la question. Je crois qu'on ne peut pas se poser la question, surtout quand c'est arrivé à nos propres parents, de dire mais moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Et ça, depuis mes 16 ans, c'est une question que je me pose. Quand j'ai perdu ma mère, j'avais 10 ans, je n'ai pas pu en parler beaucoup avec elle, etc. Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Et est-ce que j'aurais eu le courage de... Et en même temps, aujourd'hui, la situation est peut-être différente, mais il y a des tas de domaines dans lesquels on pourrait s'engager. Mais tout est beaucoup plus flou. C'était facile. Il y avait Hitler et des nazis. Il y avait des uniformes, c'était repérable, il y avait une cible. Tandis qu'aujourd'hui, la cible, elle est sur Internet, elle est ci, elle est ça, elle est l'intelligence artificielle, elle est... Enfin, on ne sait pas où elle est. Et on ne sait pas comment s'armer, comment se battre. Donc c'est très très difficile, quoi. J'ai retrouvé le fil de ma pensée. En fait, ce qui est important, c'est le travail d'Émile Bravo qui justement pose la question et remet le débat au centre de la discussion. C'est aussi justement, elle est décédée cette semaine, le parcours de Madeleine Riffaut, résistante elle aussi à 20 ans, qui confessait à Jean-David Morvan, qui a fait une bande dessinée sur elle, qui confessait que les meilleures résistances c'était quand même les jeunes, hein, parce qu'ils avaient la foi, ils n'avaient aucune conscience du danger, ils ont été décimés. Ça rejoint d'ailleurs ce que dit Jean Loisy dans son texte quand il dit que on ne compte pas les moins de 20 ans qui sont morts pour la résistance. Et c'est vrai que parler et reparler encore même d'un parcours d'un homme comme Jean Loisy, c'est essentiel. Je sais qu'à mon niveau, cet homme-là m'a fascinée parce que c'était du concret. Moi, depuis
depuis que j'ai découvert son parcours, puis toute l'histoire de Spirou, de la famille, c'est une histoire tellement puissante que j'ai cessé de lire des romans, parce que je trouvais que dans cette réalité-là, que je reconstituais avec Bertrand, qu'on a porté pendant des années, qu'on continue à porter encore aujourd'hui, on trouve une matière à réflexion sur la vie, sur l'engagement, sur notre positionnement face à plein d'événements. Et je trouve que voilà, le parcours de ces gens-là, de Suzanne Le Petit, de Jean Doisy, de Jean-Jacques Aublin, de tous ces gens qui sont anonymes, sauf si on parle d'eux, mais ils nous obligent à une certaine exigence, ils nous obligent à une certaine hauteur morale. Et c'est en cela que justement, qu'aurions-nous fait? On se pose tous la question. Et, voilà, je me positionne à titre personnel en héritière, à titre que je partage avec tout le monde. Viennent partager avec moi tous ceux qui voudront